Salut Francis. Donc je prends un temps pour être... Enfin j'ai envie de te dire merci. Et pas par obligation, voilà. Parce que de manière synthétique, je me sens dans une habitation non extorquée. Donc je trouve ça vraiment fun parce que pour moi le mot fun je l'utilise un peu à toutes les sauces, mais c'est quand même très très ciblé. Je l'utilise pour qualifier l'incarnation de la présence à soi, à l'esprit, à l'autre. Et, et c'est de l'observation, le fun, c'est de l'observation, c'est de la contemplation, tout comme on regarde un paysage, voilà, et qu'on est juste dans le silence de ça. Et que c'est un moment de bien-être. Donc voilà, merci pour ça. Du coup, je fais une vidéo parce que je voulais m'essayer au micro de Messenger, mais le problème, c'est qu'une fois que je vais avoir fini, il faut que je le valide. Donc si je le valide, ça va te faire une notification. Et donc, à cette heure-ci, tu es sûrement encore en train de dormir. Et si jamais tu n'enlèves pas tes notifications, ça peut te déranger. Donc du coup, je fais une vidéo. Même si je trouvais que ça serait intéressant que je me mette aussi à faire des micros Messenger. Parce que ça permet, je dirais, ce qui a fini par émerger, ça permet un dynamologue. J'observe ma fille qui fait vachement ça avec ses potes. Ils se font des audios et puis l'autre il le lit quand il est dispo, enfin il l'écoute quand il est dispo. Et puis la personne qui l'écoute va y répondre tout de suite ou en différé et ça n'a pas d'importance. Donc du coup on n'est pas assujetti à un timing, on s'est dit on se parle, etc. Et, et tout ce que tu as expliqué là de la problématique du dialogue, finalement on n'y est pas assujetti. Donc ça peut être un dialogue tout en étant un monologue, donc un monologue dans le dialogue. En fait ça permet un échange, cette espèce d'enregistrement différé. Ça permet un échange qui n'enferme pas l'autre à une réaction, déjà à une réception hein, pour commencer. Donc il peut être dans la perception de la réception quand il veut, quand c'est le temps, quand il se sent dedans, etc. Et quand c'est possible aussi. Et ouais, je trouvais que c'était chouette. Mais donc j'essaierai le micro Messenger une autre fois, ou en tout cas un autre horaire pour pouvoir faire en sorte que ça n'ait pas l'effet de te déranger. Ouais, c'est un peu embêtant ces décalages d'horaire là. C'est comme ça. C'est de la localité. Tiens, du coup, je vais rebondir sur la localité de ce que tu as évoqué quand je te pose la question c'est quoi le substrat de la rame. Alors, la réponse à. Du coup, le substrat pour moi, c'est quel est le support d'accueil d'un mouvement d'information. L'esprit donc envoie de l'information, donc c'est un mouvement, mais le mouvement n'a pas besoin de s'inscrire dans du substrat, enfin si, parce qu'il y a le substrat d'espace-temps, mais il est non local, le substrat de l'espace-temps, enfin on ne peut pas le localiser vraiment à un point précis. Et donc ma question c'était, est-ce que dans le hardware, on peut localiser à un point précis la mémoire vive? Donc tu as répondu très clairement, et puis peut-être que tu t'es jamais posé la question, enfin moi je me pose toutes sortes de questions qui sont un peu farfelues, mais tu as tout à fait répondu. Et quelque part j'en avais peut-être l'intuition, mais non, je pense que je me demandais vraiment, mais en même temps c'est tellement logique, comment veux-tu que la mémoire vive se localise à un point précis de départ? Parce qu'elle ne peut pas avoir ni un point de départ ni un point d'arrivée, elle a juste un mouvement, parce que le point de départ c'est du programme, le point d'arrivée ça va être de la mémoire. C'est pas la mémoire vive. La mémoire vive c'est pas du programme et c'est pas non plus de la mémoire. Donc ça peut pas être localisé quelque part. C'est juste logique, mais je sais pas, je voyais pas le truc. Et donc j'ai eu besoin de poser la question, mais donc tu as très bien répondu. Tu dis il va falloir creuser. Non, je crois pas. Après, est-ce qu'on peut creuser là-dedans en essayant d'explorer le mouvement de l'esprit? Oui, parce que
Je dirais, c'est ça qui a creusé dans l'observation et l'intégration qu'on en fait. Ça, c'est absolument à creuser, ouais. Parce que c'est tout l'objet du vitriol alchimique, quoi. Donc de la transmutation des substrats via l'observation du mouvement de l'énergie de l'esprit, quoi. Ça, c'est à creuser, ça, c'est clair. Et je suppose que c'est peut-être ça que t'as intuité, dans le bon sens du terme, intuition. Et c'est pas de l'intuition qui va chercher du mémorial astral. Parce que l'intuition, en général, telle qu'on la parle, qu'on l'évoque dans l'ésotérisme, l'intuition, elle va chercher du mémorial astral. Et là, quelque part, on n'est pas dans ce que tu as évoqué, dont va falloir creuser. Je pense que tu as une intuition qui est absolument pas astrale. Et qui est de l'ordre du désir d'observation de la mémoire vive, donc du mouvement de l'esprit. Donc cette intuition-là, elle peut pas être astrale, mais elle peut être innée. À un moment donné, tu disais, il y a du coup, merde, est-ce que je vais retrouver ça sur l'acquis et l'inné? Je vais pas le retrouver, tu vas voir. Pourtant, je l'avais vachement. Ici, je l'ai retrouvé, c'est bon. Oui, voilà, c'est à la fin du deuxième vocal que tu as fait, à la fin. Tu dis que l'art de la parole, qui n'est pas faite pour distraire, est comme une forge qui permet une habileté qui va révéler, délivrer et apocalypter. Et tu dis que c'est pas inné. Donc du coup, la parole, elle correspond un peu au mouvement de l'esprit. Hein. C'est-à-dire que la parole, c'est la révélation du mouvement de l'esprit. J'essaie d'explorer ça et c'est ça qui vient. La parole, c'est l'exploration du mouvement de l'esprit. C'est la découverte du mouvement de l'esprit. Et donc, c'est une apocalypse, oui. C'est un apocalypto du voile de l'image de soi, en fait. Hein. Par la parole et l'observation de la parole, donc l'observation des mécanismes, des mouvements de l'esprit, il y a forcément, du coup, une désintégration de l'image de soi qui se produit. Donc, putain, c'est vachement important, quoi. C'est-à-dire qu'on tombe dans la contemplation des mécanismes de l'esprit, et cette contemplation-là, c'est le vitriol, je veux dire, donc le vitriol, on rentre en soi, donc dans son humus, jusque dans l'atome, hein, parce que c'est la base, et on observe comment ça bouge, tout ça, et ce qui en émerge. Alors ce qui en émerge, ça va prendre du langage pour être exprimé, pour être symbolisé, mais le but du Symboline, c'est de rassembler des trucs qui sont fractales. Et le fractal, c'est le diaboline. Et donc le symbolisme du langage sert à défractaliser ce qui se fractalise par le langage. Donc en même temps, la forme, elle sert aussi à casser la forme. Donc c'est intéressant. Tout comme la souffrance va servir un jour à abolir la souffrance. C'est la même chose. Et donc quand tu dis que c'est non inné, la parole, qui est une forge, donc une habileté révélatrice, c'est exact, c'est non inné, mais c'est quand même immanent. C'est-à-dire que c'est non inné dans le fait que c'est pas du fait d'une programmation, mais je dirais que c'est une programmation fondamentale. C'est pour moi la programmation du proton, c'est-à-dire le programme du proton. C'est-à-dire avant les fractales du nuage électronique, qui sont l'astral. Et c'est un non inné astral, donc non programmatique au stade astral, donc au stade du nuage électronique autour du noyau. Et par contre, c'est vraiment profondément inné dans l'intention proton. C'est-à-dire ce qui émane immédiatement du vide. La première fractale, la plus pure en fait. Donc c'est inné dans le plus pur programme, qui est le programme d'harmonie. C'est-à-dire que du coup, la parole, elle va avoir pour effet donc de dissoudre l'image de soi, qui est une fractale matérielle, et de révéler l'inné profond, qui n'est pas un inné astral.
Je sais pas si je suis claire. C'est vrai que moi, j'ai une visualisation très précise qui est vraiment atomique. Et, et je sectorise les mouvements de l'esprit dans l'atome. Donc, de ce fait, c'est non inné astralement, donc électroniquement, mais c'est inné protoniquement, donc euh, du fait du vide. La parole, quelque part, c'est l'inné du vide. Enfin, c'est l'inné du vide. C'est la manifestation de l'inné du vide, qui est immédiatement le proton. Après, je dis ça comme ça, là, c'est parce que c'est des mots, c'est des véhicules qui vont transporter des concepts qui sont éphémères. À un autre moment, bah, je pourrais peut-être dire autre chose que le proton, parce que il y a les quarks hein, qui sont plus profonds encore que les protons. Mais après, je sais pas s'ils sont chargés positivement ou négativement, les quarks. Je j'ai pas exploré ça. Mais je sais que les quarks sont plus fondamentaux que les protons. Mais bon, je m'arrête au proton parce qu'il est quand même significatif. Ça parle bien. Ça illustre bien les mouvements de l'esprit. Mais c'est pas une description définitive pour moi. Hein. Je veux dire, ça peut bouger et puis c'est pas grave. Donc ouais, je voulais juste dire ça. Après, si je peux, ce que je peux faire dans cette petite vidéo, ça serait... Parce qu'en fait, comme je voulais faire comme toi, un audio messenger pour être dans un vrai ping-pong, bon, c'est pas grave. Je fais quand même une vidéo et je ferai pas forcément un audio messenger. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la notion de délivrance. C'est la notion de délivrance qui permet de se confronter à soi-même, de se mettre à nu. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est la phrase qui a émergé, qui est: le plus grand don qu'on a à soi, c'est de se délivrer à l'autre. Après, tu l'extrapoles en disant: se délivrer à soi-même, c'est pas de dire à l'autre viens me capturer ou viens m'arrêter, mais c'est se délivrer en même temps qu'à soi-même, en même temps à l'autre, dans le meilleur comme dans le pire. Et du coup, oui, c'est l'abolition du doute ou de la confiance en même temps, une notion que tu évoques un peu plus loin. Donc c'est une dépolarisation de la recherche de validation de l'image de soi, qui est en fait extorquée dans la plupart des cas dans les dialogues. Hein. Dans les dialogues, en général, on fait de l'extorsion, de la rapine à l'image de soi, dans le besoin d'habiter l'autre pour valider notre mensonge de l'image de soi. Et donc après, du coup, j'ai remonté sur ce que tu avais dit dès le départ, que cette recherche de validation qui empêche un vrai dialogue constructif est une sorte de vampirisme, et tu as dit c'est habiter l'autre, c'est rechercher à habiter l'autre, à avoir une place dans l'esprit de l'autre. Mais je pense maintenant, avec ce recul-là, dans ce que je peux imaginer, projeter, et de ce qui est, il me semble, en train de se produire. Donc je suis dans l'observation du phénomène. Par exemple, ce qu'on échange, j'y constate cette production de monologues possibles dans le dialogue, du fait de la latence qu'il y a entre les échanges. Maintenant, après, c'est à vérifier à expérimenter. C'est pas tellement à vérifier, c'est à expérimenter, parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. C'est à expérimenter dans un dialogue en live, parce que ça va demander un apprentissage, je pense, un entraînement, plus qu'un apprentissage. Un entraînement à l'écoute active et à se délivrer à l'autre. Donc l'un étant à l'écoute de l'autre, enfin en interconcomitance. Mais de toute façon, je pense que c'est fortement possible quand on a du coup... et je sais plus si j'ai parlé de l'extorsion.
ça va être de plus en plus possible cet entraînement et cette intégration à la capacité au monologue dans le dialogue, dans l'accueil de l'autre et dans la délivrance de soi à l'autre, donc l'un et l'autre, parce que quand on aime, quand on a cette appétence à écouter l'autre, parce que ça demande ça quand même, hein, et quand on commence à sortir du besoin de validation de l'image de soi, ça va ensemble. C'est-à-dire que la diminution du besoin de sortir de la validation de l'image de soi en habitant l'autre par extorsion, c'est proportionnel au goût qui augmente à écouter l'autre activement et à tomber dans une contemplation, non pas admiration, validation, mais du coup une délivrance aussi, parce que quand on écoute l'autre, c'est aussi une délivrance, parce qu'il nous fait voir des paysages qui sont depuis son point de vue, mais du coup ça nous délivre parce que quelque part il y a quand même une correspondance assez syntonique avec notre propre point de vue. Et ça vient en contradistinction se compléter. C'est contradistinctif parce qu'effectivement c'est depuis deux points de vue totalement différents, tu ne peux pas voir la même chose. Donc ta perception, quand tu vas l'exprimer, elle va être totalement différente de ce que l'autre va exprimer. Mais comme c'est contradistinctif, c'est pas une opposition complète et qui fait qu'il va y avoir un conflit. Ça va créer une espèce de syntonie qui va permettre d'élargir le paysage. C'est-à-dire que c'est une délivrance dans le sens où celui qui écoute la parole de l'autre, dans sa délivrance à soi et à l'autre, ça va lui permettre, celui qui écoute, d'être délivré aussi de ses œillères et en même temps de sa recherche programmatique de validation de l'image de soi. Donc les deux en même temps. Parce que quand tu écoutes, t'as pas le choix que de fermer ta gueule et de ne pas être dans la recherche de validation d'image de soi. Donc ça participe des deux trucs, quoi. Et cette délivrance de celui qui écoute, elle n'est pas de la même nature que la délivrance de celui qui se délivre, mais c'est l'élargissement de la perception. Et c'est fabuleux, quoi, c'est juste fabuleux. Enfin, moi, j'ai un plaisir énorme à être dans la contemplation de la délivrance de l'autre. C'est vrai, c'est pour ça que j'avais envie de te dire merci là-dessus, parce que c'est vraiment du fun, et le fun tel que je le conçois, quoi. C'est pas le fun de la distraction, c'est le fun de vraiment de la proactivité, de la contemplation. Et donc, de plus en plus, oui, je me disais que je vois par exemple, oui, ça, je ressens beaucoup ça avec Marie-Olympe, par exemple. Je l'ai vécu dans ces échanges à Toulouse avec Elisabeth aussi. Il y avait beaucoup de proactivité, c'était vraiment très très chouette. Alors Elisabeth qui est pas du tout intéressée au truc du supramental, mais vraiment pas du tout. Mais après, elle a une ouverture d'esprit qui est absolument extraordinaire. On a eu des échanges fabuleux, fabuleux. Pas aussi longs qu'avec Marie-Olympe, parce qu'avec Marie-Olympe, ça a pris des proportions complètement incroyables. À Marie-Olympe, je crois qu'on a passé 8 heures à parler non-stop. Et c'était du monologue dans le dialogue. C'était vraiment très, très, très chouette. Avec Elisabeth, ça a pu durer 4-5 heures. C'était vraiment chouette aussi. Mais après, c'est pas l'évaluation du temps que ça dure, mais c'est juste pour illustrer qu'en fait, ces gros laps de temps sont en fait très courts quand on les vit. Parce que les 8 heures qu'on a passées par exemple avec Marie-Olympe à discuter, à échanger vraiment profondément et en laissant la place à l'autre d'une manière vraiment fluide. C'était quoi je voulais dire, je sais plus. Enfin, c'était vraiment agréable. Et oui, donc du coup, je me dis que c'est de plus en plus possible. Quand on entre, soi, dans cette délivrance. Marie-Olympe m'a vachement aidée
décoincer un petit peu ma rétention à la délivrance. Oui, enfin, je voulais vraiment pas tomber dans le fait de se raconter. Depuis des années, en fait, je me raconte très très peu quand je fais les audios ou les vidéos, parce que je voulais pas tomber dans ce biais-là de me raconter pour... Enfin, déjà faire de l'audio et de la vidéo, c'est quand même une forme de se raconter, parce que on est bien obligé d'aller piocher dans le mémoriel pour lancer la parole, pour lui permettre d'émerger au milieu du mémoriel. Parce que jaser du mémoriel, c'est pas de la parole. Hein. Là-dessus, il faut vraiment être clair, hein, c'est pas de la parole. C'est, disons, le substrat du langage qui va permettre l'émergence dans ce substrat langage d'une parole qui est signifiante, qui se suffit à elle-même, qui n'a pas forcément besoin de la parole, d'une expression symbolique. Elle se suffit, le mouvement de l'esprit, il se suffit à lui-même. Seulement, le mouvement de l'esprit, il a créé un psyché qui est un espace-temps, qui est un écran mental ou macroscopique, qui permet, l'univers, c'en est un exemple, par exemple, l'univers, c'est un écran macroscopique du mouvement de l'esprit, de A vers B à chaque fois. Et dans le dialogue, on est un petit peu dans ça aussi. C'est-à-dire que y a une expansion du mouvement de l'esprit qui va s'exprimer au milieu d'un substrat mémoriel, comme ça, par une fulgurance, un truc, comme par exemple, ce que tu as sorti, le plus grand don qu'on a à soi, c'est de se délivrer à l'autre. Ça, c'est une fulgurance de la parole pour moi. Et je sais bien que tu n'as eu aucune réflexion mémorielle pour infuser cette effusion que tu as reçue. Enfin, que tu as captée. C'est plus de la captation que de la réception, parce qu'il n'y a pas forcément un mouvement volontaire de l'esprit à t'envoyer un truc, là, parce que t'es l'élu, etc. Un truc comme ça, quoi. Non, c'est pas ça. L'esprit, il bombarde tout le temps, tout le temps, tout le temps, et on est plus ou moins en capacité de capter. Donc quand on dit je reçois, machin, non, on reçoit pas, on capte. Un truc qui est tout le temps en émission. L'esprit, il émet tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas un temps où il émet, un temps où il émet pas. Il n'y a pas un temps où il nous envoie un message. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une élection du message. Il faut sortir aussi de ce fantasme ésotérique, quoi. Je reçois, je canalise, ou des trucs comme ça, enfin, on entend tellement ça. C'est pas ça qui se passe dans les mouvements de l'esprit. Il n'envoie pas un message. Il bombarde tout le temps. T'es en capacité de capter ou pas, il s'en carre le cul. C'est pas son problème. Maintenant, oui, il n'y a pas de bienveillance de l'esprit. Il n'y a aucune bienveillance dans l'esprit. C'est du type la foudre, elle cherche pas à savoir si tu es en capacité de la recevoir. Hein. Elle envoie son truc. C'est une émission séminale. Les bombardements de l'esprit, c'est tout le temps, et c'est tout le temps en émission, quoi. Donc, il y a ou pas la capacité utérine à recevoir ça. Ça appartient à chacun d'en prendre conscience. Du coup, quand tu en prends conscience, je pense que tu développes cette capacité utérine à capter l'émission de l'esprit. Est-ce que je voulais rebondir sur d'autres trucs, parce que je vais pas non plus faire un truc qui dure, machin. Donc ouais, il y avait un truc qui était intéressant, c'était la richesse du dialogue, qui n'est pas présente dans le monologue, qui permet une présence à l'autre, un accueil de l'intelligence de l'autre. Et c'est finalement ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est, comme tu dis, c'est la victoire de l'écoute active et de la parole active, en fait. Tu n'avais pas dit exactement active placée là, mais c'est moi qui ai placé le mot actif et sur l'écoute et sur la parole. La parole, en vrai, est toujours active, donc c'est inutile de dire qu'elle est active. Mais l'écoute, elle n'est pas toujours active, donc c'est un truc qu'il faut activer de manière consciente. Hein, et donc, c'est, comme tu dis, une réelle volonté du souci, d'une amitié par la prise de parole. C'est ça
C'est ça la richesse du dialogue. La réelle volonté du souci d'une amitié par la prise de parole. Et ça demande de jaser un peu, parce qu'il faut un substrat, il faut un véhicule symbolique. Donc le mémoriel va se servir de substrat pour permettre l'émanation des mouvements de l'esprit dans un véhicule symbolique. Donc ça, c'est pas un problème. La forme, du coup, comme tu disais, l'art de la forme, c'est ça, en fait. C'est utiliser le langage, le symbole, pour permettre, en tant que substrat, de capter un mouvement de l'esprit qui va être du type néotype, quoi. Éventuellement. Ou néologisme et tout ça, quoi. Enfin, voilà. Après, tu parlais de la pression de la prise de parole. Ouais, c'est des fois... moi, je sais que des fois, j'ai dit ta gueule, quoi. Laisse-moi dormir, quoi. Il y a une pression à l'esprit, comme c'est tout le temps. C'est pas qu'il vient donc nous convoquer avec plus de force. On pourrait le croire, je pense, mais non, je pense qu'on a une disponibilité inconsciente à capter les bombardements de l'esprit, mais que des fois, non, il faut être capable de moduler, de réguler le bombardement, enfin la captation du bombardement, pour pas non plus avoir des effets de survoltage, quoi. Parce que du coup, ben, quand tu as trop de pression de l'esprit, quand tu te laisses disponible à trop de pression de l'esprit, c'est pas de sa faute, hein. C'est vraiment de notre fait. C'est-à-dire que on se met en disponibilité là-dessus, et on va être à même de capter plus de bombardements, mais c'est pas forcément approprié. Donc on va avoir parce qu'en fait c'est pas approprié, parce qu'on est peut-être dans l'euphorie du survoltage, parce que c'est vachement de jouissance, quoi. Il y a vachement de jouissance dans ça, dans l'euphorie du survoltage. C'est qu'on doit certainement sécréter de l'endorphine, hein, quand on capte des informations. Donc on en veut plus. Enfin, c'est un peu un phénomène de drogue. Et il faut se réguler soi-même là-dessus. J'en étais où là, du coup? Merde, j'ai complètement zappé le truc que j'étais en train d'explorer. Qu'est-ce qui peut être intéressant de mettre en exergue? Que plus on pratique le monologue de la parole, soit dans le monologue pur, soit dans le dialogue, et plus on se rend compte par l'observation que la parole dans l'observation va s'intégrer, donc s'ajuster, et par l'ajustement il y a une intégration qui se fait, donc c'est une alchimie, par modulation de fréquence. Au niveau atomique, c'est vraiment de la modulation de fréquence. Au niveau macroscopique, c'est de la modulation d'épigénétique de l'ADN, quoi. Et ça se passe dans la cellule, dans la molécule. Mais après, au niveau de l'atome, c'est vraiment une modulation de fréquence. Et ça se fait par la parole. Et puis, en même temps que la parole s'ajuste, et c'est concomitant, il y a, comme tu dis, une observation des mécanismes de tromperie qu'on se fait à soi-même. Ouais. Et ça, je le constate de plus en plus, hein, dans les vidéos que je peux faire, puisque maintenant je fais plus vraiment des audios. Je fais plus d'audio d'ailleurs, plus du tout. Je sais même pas où est mon dictaphone. J'en ai 2 dictaphones. J'en ai un qui est chromatique, avec des bandes magnétiques, et j'en ai un qui est numérique. Ça fait très très longtemps que je fais de l'enregistrement, en fait, avec du chromatique. Depuis les années 90. Du fait que je faisais des chansons, donc à chaque fois que j'avais une petite idée, je prenais mon dictaphone chromatique et puis j'enregistrais, quoi. Donc c'est un réflexe que j'ai depuis longtemps. Et puis un peu plus tard, quand il y avait des émergences de la parole dans du monologue, je me suis mis à utiliser un dictaphone. Alors je me suis mis au dictaphone numérique, parce que avec le dictaphone chromatique, tu avais une linéarité du déroulement qui était super chiante et difficile à machiner.
Alors qu'avec le numérique, tu bascules ton audio numérique MP3 ou Wave, c'est plutôt du Wave, sur l'ordinateur. Après, du coup, tu peux aller en une fraction de seconde, tu peux aller de la 5e minute à la 20e minute, ce que tu peux pas faire avec du chromatique. Parce que le chromatique, tu es obligé de faire... Et puis, enfin, à un moment, t'abîmes la bande aussi en faisant ça, parce que le lecteur, il frotte dessus de manière un peu violente. Donc forcément, les substrats minéraux qui sont sur la bande chrome, ou magnésium, enfin peu importe le substrat qui est utilisé pour le chromatique, comment on appelle ça? Analogique, pour faire de l'analogique, c'est un frottement mécanique, donc ça abîme vachement de faire... Il n'y a pas ce problème avec le numérique. Il n'y a pas de frottement, c'est instantané. Donc c'est du quantique, hein. Déjà, quand tu es dans l'ordinateur, tu es déjà dans du quantique. Donc tu peux être dans de l'instantané, dans de l'intrication semi-linéaire, c'est quand même assez pratique. Et donc, ouais. Donc on a cette capacité dans la parole à observer et à intégrer, parce que l'observation, c'est de l'intégration, les mécanismes de tromperie qu'on se fait à soi-même. Donc c'est ça, c'est que quand je fais les vidéos, c'est bien parce que j'ai un visuel presque instantané, même s'il y a une latence très faible, de ce que je vois dans mon langage corporel ou bien verbal, qui est de l'ordre du besoin de confirmation de l'image de soi. Donc je le vois de plus en plus, de plus en plus. Et en le voyant de plus en plus, j'ai l'impression de constater de plus en plus que ça diminue, cette tromperie que tu dis, qu'on se fait à soi-même. Cette tromperie là, que je me fais à moi-même dans l'expression du mémoriel et dans l'accueil de la parole, ça diminue vachement. Parce que ce qui diminue vachement, c'est le souci, quoi. L'inquiétude, la crainte, le doute, et du coup la confiance aussi. Il n'y a plus besoin de confiance, puisque c'est l'autre face du doute. Il n'y a besoin ni de douter, ni d'avoir confiance dans ce qui va être réceptionné quand quelqu'un va regarder. Je m'en fous. Et je suis vraiment dans ce que tu dis et ce que tu décris, c'est dans le besoin de délivrance, en fait. Dans la recherche de délivrance. Est-ce que c'est un besoin du type péjoratif? Je pense pas. Je pense, c'est l'exécution d'un programme. Et on revient à cet inné du proton, qui est donc un inné non programmatique électronique. Et je pense que c'est ça dont on a besoin, parce qu'en fait, c'est un programme protonique, donc une volonté d'harmonie qui vient se glisser dans l'expression de la parole, au milieu du mémoriel, donc qui diminue de plus en plus la propension du mémoriel, donc le besoin d'image de soi, va diminuer mécaniquement au fur et à mesure qu'on va contempler les mécanismes de l'esprit qui se révèlent dans la parole. Donc c'est juste, voilà, c'est de la même nature que d'observer un paysage et d'être dans le silence. T'es là dans la contemplation, en fait. Et c'est un besoin immanent, en fait. C'est pas un besoin psychologique, c'est un besoin immanent de l'esprit. Parce que l'esprit, il veut se faire chair, il veut s'incarner, donc c'est le moyen ultime, ça, de l'incarnation de l'esprit. C'est-à-dire la diminution du besoin de l'image de soi et l'expression de l'immanence de l'harmonie qui est dans le vide. Et du coup, ça fait un vide. Ça fait un vide, mais c'est pas un vide qui induit de la souffrance, c'est un vide qui induit du bien-être absolu, quoi. Enfin, absolu, entre guillemets, évidemment. On n'est pas dans l'absolu absolu. Mais c'est absolu dans le sens où ça a besoin de rien d'autre, en fait. Et du coup, le besoin de l'image de soi, de la validation, de l'immortalité de l'âme, le besoin de continuité de l'ego, tout ça, ça disparaît, quoi. Ça se dissout. Tu parlais de la dissolution à un moment aussi, ouais. Je sais plus
Je sais plus dans quel contexte. Oui, mais en fait c'est ça, enfin, ça dissout. Mais mais si je retrouvais le contexte, ça serait sympa parce que... je sais plus où c'est. Peut-être c'est plus loin. Ouais, voilà, c'est ça. Non, oui, c'est ça. C'est vers la fin. Vers la fin de ton vocal Messenger. La parole et l'observation, parce qu'il faut les deux. Il faut pas juste la parole et puis laisser faire sans être proactif. Il faut vraiment une observation proactive. Et du coup, cette parole et cette observation concomitante, ça détruit, ça construit, ça révèle et ça dissout. Donc ça fait les deux. Donc ça fait une translation entre la destruction et la création, en fait. Et c'est une alternance de destruction et de création. Une alternance. Et c'est une alternance qui crée vraiment un bien-être. Et qui peut induire, enfin, le piège de... de ressentir la pression de l'esprit, c'est-à-dire, c'est pas l'esprit qui est en pression, c'est nous qui sommes en dépendance à l'endorphine et tout ça que ça provoque, parce que ça en provoque. On est des êtres de chair, hein, donc les hormones, elles réagissent à tout ce qui se passe. Donc la pression, c'est ça, c'est une réaction hormonale en fait, et une dépendance hormonale. Et comme tu disais, tout ça, ça vaut n'importe quelle thérapie de merde. Ça, c'est clair.